Quelques précisions sur la température humide dans deepclimate.eu. Exprimé en TW, il s'agit d'une température qui combine la température sous abri avec le taux d'humidité dans l'air. Elle se mesure physiquement avec un thermomètre dont la pointe est recouverte d'une mousseline mouillée que l'on ventile pour faire évaporer l'eau. Cela donne un indicateur fiable de la condition vécue par un être vivant lors d'une période de chaleur humide. Pour comprendre ce tableau, plus on monte vers le rouge, plus le risque est élevé pour un humain. Sans mesure de protection, cette température est rapidement mortelle dans la zone rouge vif, ce qui arrive dès 35 degrés centigrades avec 100% d'humidité ou à 42 degrés avec 25% d'humidité. Une autre mesure, l'indice humidex, donne également une température impactant un être humain en corrélant la température et l'humidité, mais son mode de calcul très différent du TW donne une autre échelle de mesure. Le tableau est plus précis quant aux effets de la température liée à l'humidité sur la physiologie. Une température de 42 degrés avec 5% de taux d'humidité ou une température de 33 degrés avec un taux d'humidité de 95% est létale. 2020, l'année du plastique dans Libération.fr du 5 septembre 2024. Selon une étude publiée dans la revue Nature le 4 septembre 2024, 52,1 millions de tonnes de plastique ont été déversées dans l'environnement en 2020. L'Inde est le plus gros pollueur avec 9,3 millions de tonnes de plastique, soit près d'un cinquième du total mondial, suivi par le Nigeria, 3,5 millions de tonnes, et l'Indonésie, 3,4 millions. La Chine se classe à la 4e place avec 2,8 millions de tonnes. 30 millions de tonnes de plastique, 57% du total déversé dans l'environnement, ont été brûlées sans aucun contrôle en 2020. Or, selon Kostas Bellis, un des co-auteurs de l'étude, ces incinérations dans les foyers, dans la rue ou dans les décharges sauvages peuvent avoir des effets dangereux pour la santé humaine, y compris des anomalies congénitales, neurodéveloppementales ou reproductives, par une dispersion de la pollution environnementale beaucoup plus large. On n'a encore rien vu dans theconversation.com du 2 septembre 2024. En règle générale, les météorologues et les climatologues ont recours à une période de 30 ans pour décrire le climat, période qui est mise à jour tous les 10 ans. La période climatique la plus récente s'étend donc de 1991 à 2020. Mais cette approche n'est plus valide du fait de l'évolution rapide du climat. En effet, les températures moyennes mondiales ont augmenté d'environ 0,2 degrés par décennie au cours des 30 dernières années, ce qui signifie que le climat mondial de 1991 était environ 0,6 degrés plus froid que celui de 2020. On ne peut plus se référer à des périodes de 30 ans. Deux conséquences sont issues de cette situation. 1. Tous les événements météorologiques observés pendant une période climatique de 30 ans ne sont pas produits dans le même contexte climatique global. Autrement dit, les statistiques d'il y a 3 décennies ne représentent plus ce qui est possible aujourd'hui. 2. L'évolution rapide du climat fait que nous n'avons pas encore rencontré tous les phénomènes météorologiques extrêmes que la chaleur actuellement stockée par l'atmosphère et les océans peuvent produire. Dit plus trivialement, on n'a encore rien vu. Des femmes et des hommes sous la coupe du catholique Bolloré dans mongabe.com du 20 août 2024. Le groupe Bolloré, qui exploite des plantations de palmiers à huile au Cameroun, à travers sa filiale la Société financière des caoutchoucs, Socfin, est accusé de violation des droits humains et de pollution environnementale par une trentaine d'organisations de défense de l'environnement. Un rapport publié le 19 mars 2024 par le Conseil d'éthique des fonds de pension norvégiens à la suite d'investigations menées dans les plantations de la société camerounaise de palmeraies, la Socopalm, une des entités de Socfin, gérée par sa filiale Socfinaf en Afrique, en septembre 2023, ne laisse planer aucun doute. Il est fait mention d'atteintes graves aux droits humains, notamment de violations des droits des travailleurs de la Socapalm, de viols et de violences sexuelles sur les femmes par les superviseurs de la société, d'accaparement des terres communautaires, etc. Le groupe Bolloré refuse d'endosser la responsabilité des abus commis par sa filiale Socfin en Afrique, arguant qu'il n'est qu'un actionnaire minoritaire au sein de la holding luxembourgeoise. Nous n'avons pas le pouvoir d'intervenir et nous ne sommes pas impliqués, par exemple, dans la gestion des plantations. Plus précisément, les activités de Socfin ne sont pas incluses dans le champ d'application du régime de devoir de diligence du groupe Bolloré en vertu de la loi française, car Socfin n'est pas une filiale de ce dernier, a expliqué Bolloré dans le rapport du Conseil éthique du fonds de pension norvégien. Selon les données publiées par la Bourse de Luxembourg, Bolloré détient 39,75% de participation au sein de la holding Socfin, laquelle contrôle à son tour l'actionnariat de Socfinaf à hauteur de 64%, une entité créée pour gérer directement ou indirectement des sociétés de plantation de la holding en Afrique, où elle exploite 138 000 hectares de palmiers à huile et d'EVA, notamment au Cameroun, au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. On reconnaît là le grand catholique Bolloré dont la devise est « à genoux devant Dieu, debout devant les hommes ». En réalité, la devise pourrait s'énoncer ainsi « debout devant les femmes et les hommes mis à genoux ». Sécheresse, conséquences et perspectives en France dans youmatter.world du 4 septembre 2024.
Selon le Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, CEREMA, en 2022, 35% des sols du territoire ont été en situation de sécheresse, moyenne calculée sur l'année. Cette sécheresse s'est étalée sur 10 mois, de mars à fin décembre. Cette situation est inédite depuis le début des analyses sécheresse de Météo France qui remontent à 1959. Les conséquences sont très importantes, selon Grégoire Carrier, directeur général adjoint du département des Pyrénées-Orientales, département qui subit une sécheresse depuis plus de 2 ans. Nous avons estimé que sur l'année 2022, dans le département des Pyrénées-Orientales, et je pense qu'on aurait à peu près la même chose sur l'année 2023, des pertes de production de l'ordre de 100 à 120 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Le tourisme est également fortement affecté, qui représente 1,3 milliard d'euros pour ce département. Alerte sécheresse, incendie découragent les touristes. Plus généralement, la raréfaction de l'eau impacte également les industries qui en dépendent fortement. L'industrie agroalimentaire dans son ensemble, la production d'énergie hydroélectrique qui, dans les deux cas, doivent réduire leur production. Enfin, le phénomène de retrait-gonflement des argiles, dit RGA, ou sécheresse géotechnique, a affecté plus de la moitié des maisons individuelles en France, soit plus de 10 millions de logements, selon une étude du Commissariat général au développement durable de juin 2021. Antoine Quentin, directeur des réassurances, conseil et modélisation pour la Caisse centrale de réassurance, indique que dans les années 2000, nous étions à environ 500 millions d'euros par an de sinistres liés au RGA. Entre 2016 et 2020, nous avons dépassé le milliard. Enfin, en 2022, nous atteignons 3,5 milliards. Les épisodes de sécheresse en France sont appelés à devenir la norme plutôt que des exceptions, avec des conséquences économiques et sociales de plus en plus lourdes. Selon les simulations du projet de recherche Explore 2 de Météo France, il devrait y avoir 2 fois plus de sécheresse des sols en 2050 comparé à la période 1976-2005. Les pluies devraient se faire aussi plus rares en été, moins 10% des cumuls, et 15 à 27 jours de sécheresse des sols en plus par an. Enfin, si la consommation d'eau reste la même, il devrait manquer 2 milliards de mètres cubes d'eau. Ça suffit dans goodplanet.info du 8 septembre 2024. À Guyéron en Équateur, le pétrole pollue la réserve naturelle Yasuni en Amazonie équatorienne. Cette réserve s'étend sur plus d'1 million d'hectares, classée réserve mondiale de la biosphère et abrite 600 espèces d'oiseaux, 220 de mammifères, 120 de reptiles et 120 d'amphibiens. En juin 2024, l'entreprise publique Petro-Ecuador a admis qu'une fuite de pétrole brut avait contaminé les sources d'eau de plusieurs villages et atteint le fleuve Napo, un affluent de l'Amazone. Selon Kevin Koenig de l'ONG Amazon Watch, l'extraction pétrolière a également comme effet néfaste d'engendrer des maladies. Nous constatons une corrélation entre la proximité des populations avec les plateformes pétrolières et les pluies et des taux élevés de cancer, souligne-t-il. Rappelons que les compagnies pétrolières qui exploitent sur ce site ont généré 7,8 milliards de dollars de revenus en 2023. Les indigènes tentent de faire cesser ces exploitations, mais si la Constitution reconnaît aux peuples indigènes la propriété collective de la terre en tant que forme ancestrale d'organisation territoriale, elle maintient le pouvoir de l'État sur les ressources du sous-sol. Pourtant, en août 2023, les défenseurs de l'environnement ont remporté une victoire historique lorsque 59% des électeurs équatoriens ont voté pour l'arrêt de l'exploitation d'un bloc dont une petite partie se trouve dans la réserve Yasuni. La consultation prévoyait l'arrêt progressif de l'extraction pétrolière dans un délai d'1 an. Cependant, le gouvernement a récemment annoncé que la clôture des 247 puits du bloc prendrait au moins 5 ans. À ce jour, seul un puits a été fermé le 28 août. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.